peut dire que, en termes de, si on prend la seniorité en termes de compétences, ou par rapport à des petits jeunes qui vont sortir d'école, ou du mid-level, des gens qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience, euh, l'expérience que nous on a chez Mindhunters, en ce moment c'est paradoxal, c'est que c'est plus facile de chasser des C-level que de chasser des gens qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience. C'est fou. Donc, c'est une histoire de mindset, j'imagine, une histoire de génération. Comment est-ce que c'est la réalité dans vos entreprises? Est-ce que vous le vivez de la même manière que nous on le vit chez Mindhunters? Moi, ça a pas, mes C-level, ça n'a pas été facile. Hein. Donc, ça a été très long et difficile et j'ai trouvé que j'avais peu de candidats de qualité. J'ai été surpris par rapport à il y a 3-4 ans. C'est vrai que j'ai trouvé ça beaucoup plus tendu cette fois-ci, là, fin 2021, début 2022. Mais sur des jobs plutôt aux US? Alors, un en France, ouais. un en Amérique du Nord, ouais. D'accord. Et au Canada, mais ouais. D'accord, ok. Et toi, Hélène? Pas de... Non, moi, je trouve pas qu'il y ait une différence fondamentale. Non, moi, j'ai pas du tout cette expérience-là. Après, on recrute moins souvent de C-level que de mid-level manager ou de gens qui sont entre 5 et 10 ans. Donc, c'est peut-être ça qui donne cette impression-là, c'est que le volume est plus important, je sais pas. En tout cas, à des niveaux PME ou peut-être TPE, comme on en recrute forcément moins, et vu les stades de développement, les phases de développement aussi dans lesquelles nous nous trouvons, je pense qu'on a aussi été moins confrontés, à ce type de profil, et puis deuxièmement, ce type de profil dans les TPE vont aussi être exposés à une variété de tâches qui est beaucoup plus large, ce qui leur confère un côté opérationnel finalement très présent, et ce qui ne rend pas la chose si simple finalement à recruter. D'où les difficultés que tu as peut-être pu aussi rencontrer. Ouais. Très bien. Et est-ce que le contrat est quelque chose qui peut faire la différence? Par exemple un CDI, quelqu'un qui reste à son compte. On avait parlé d'un candidat chez toi justement qui au début voulait rester à son compte parce qu'il avait peut-être eu une expérience moins bonne avant. Est-ce que le contrat peut être un différenciant en termes d'attractivité des talents ou pas spécialement? On est sur une commodities, comme on dit. Je dirais que ça dépend des pays. En Allemagne, si tu n'offres pas un contrat de travail, tu n'as personne. D'accord. Aux US, en Angleterre, au Canada, tu peux prendre des freelances ou faire un contractor agreement, ça marche très bien. Donc il y a un vrai truc culturel. Après, oui, c'est vrai, nous on en a 2 qui ne veulent pas, ils veulent rester indépendants. Alors c'est parfaitement illégal, et on essaye de leur dire on peut pas continuer, il faut que tu passes en CDI, ouais mais je veux pas, je veux être libre, je veux faire que 4 jours par semaine, etc. Donc s'adapter, si tu veux les garder, il faut le faire, même si des fois tu es borderline avec les problématiques juridiques que ça peut entraîner. Ouais. Ouais, moi j'en ai un aussi. Ouais, c'est marrant. Ils ont le sentiment qu'un CDI, c'est enfermant. Ils ont perdu leur liberté, alors qu'en finalement, il n'y a pas tellement de différence. Là où il y a 10 ans, c'était sécurisant. Ouais. Bon, on s'adapte. Ouais, exactement, ça ne change rien en fait. Et je crois que c'est aussi très propre au métier en eux-mêmes. Et effectivement, dans la tech, tu en as forcément aussi beaucoup. Si on prend des populations de développeurs, moi qui suis en Belgique pour le coup, on a aussi beaucoup d'IT, beaucoup de développeurs qui sont à leur propre compte dès leur début de carrière. Leur premier job est à leur propre compte. Donc forcément, le modèle employé, ils le connaissent beaucoup. Et justement, quand on a une boîte internationale, comment on fait vis-à-vis de la culture d'entreprise, du remote, puisque moi je sais très bien que chez Agorapulse, il y a plein de gens qui sont quasiment, si je dis pas de bêtises, en full remote. Tu as plutôt intérêt à avoir une sacrée vivid vision, comme tu viens de dire. C'est ce qui va permettre que ça marche, j'imagine. Ils se voient, tu les fais se voir. Oui, bien sûr. Quand même, et au moins 2 fois par an. Oui, c'est pas beaucoup. Ouais, mais ça suffit à créer cette glue entre les moments où ils ne se voient pas, quoi. Et donc c'est un voyage ou c'est un team building dans un endroit sympa. Donc je me fais incendier sur les forums où on me dit que ça fait trop de billets d'avion, trop de gaz carbonique. Je dis bah ouais, bon, je fais ce que je peux. Oui, tu les mets dans l'avion et tu les emmènes quelque part. Ou nous on les amène à Paris beaucoup parce que eux ils aiment bien venir à Paris. Pour nous c'est le quotidien, mais pour eux c'est l'exception. Et t'essayes t'essayes pas, tu crées ce lien. Et comme ça quand ils rentrent, ils sont nourris de ça pendant les 4, 5, 6 mois jusqu'à la prochaine, quoi. Et évidemment, la culture et tout le reste est crucial pour que cette colle, elle dure le plus longtemps possible. En équipe tech, qui est quasiment
en intégralité full remote. Et ça depuis le début, donc bien avant le Covid, on a mis en place du full remote. Ça s'organise, c'est-à-dire que je pense vraiment qu'il faut avoir les bons outils de communication, les bonnes méthodes de travail. Ça s'organise très très bien. C'est un vrai plus. Justement, tu parlais du contrat de travail. Comment est-ce qu'il faut pouvoir aménager ou s'adapter? Ça, c'est clairement une demande, et ça depuis plusieurs années, en tout cas de la communauté tech. Et puis par contre, ça demande un effort de management supplémentaire parce que il faut créer d'autres moyens de créer une glu, une cohésion d'équipe, de créer de la convivialité, d'avoir une bonne communication. Et donc moi j'essaie de les réunir plutôt tous les 2 mois. Et on prend le train, par contre. Quand ils viennent de Malaisie, du Canada, des US et d'Argentine, le train, c'est compliqué. Et toi, Ali, ton expérience par rapport à ça ou ton point de vue? Alors nous, on est basé en Belgique, mais on a quelques collègues quand même qui sont au Portugal, certains en France, d'autres en Suisse. Très clairement, pour échanger au quotidien avec eux en qualité de DRH, oui, forcément... je me rends compte aussi de la distance qui se crée involontairement, mais qui est réellement présente. Pour le coup, je pense que c'est effectivement, en organisant en fait vraiment des opportunités, des forums différents. Alors ça peut être pour vous à Paris ou pour nous en Belgique, par exemple au siège de la société. Ça peut être ailleurs, ça peut être différemment, ça peut être aussi par du gaming aussi, qui nous permet aussi de nous retrouver, qui nous permet... je me souviens, chez un ancien employeur, on avait organisé de cette manière-là, en remote, tout un tas de concours sportifs. Donc on était des équipes, des petites équipes remote, et chacun d'entre nous avait le challenge, en fait, de soit pas faire un certain nombre de pas par jour, soit un nombre de kilomètres à vélo, soit un nombre de kilomètres à la nage, ce qui nous a permis, en fait, de nous, peut-être d'aller courir ensemble, peut-être d'aller faire du vélo ensemble, et peut-être de nous retrouver par petits groupes, mais finalement dans une espèce de jeu de l'entreprise, et ce qui nous a permis en fait de créer une réelle émulation qui accessoirement, comme c'était basé sur le sport, était aussi très healthy, mais c'est pas facile, mais il faut faire preuve de créativité là-dessus. Et là, pour le coup, je pense que c'est un véritable atout, un véritable objet d'attraction et de rétention, pas uniquement d'attraction. Très bien. Merci beaucoup, Ali. Je vois le temps qui passe. Est-ce que vous avez un mot de la fin ou quelque chose qui vous frappe ou que vous avez envie de partager avant que l'on se quitte sur ce sujet qui est complètement crucial pour l'avenir de vos entreprises et pour l'avenir aussi des gens qui nous regardent et qui montent des boîtes aujourd'hui, qui ont quelques mois d'existence ou qui réfléchissent à leurs projets? Un conseil. Ouais, un conseil, un dernier conseil. Parce que tes 2 conseils étaient super, mais il y en a peut-être un petit 3e. Alors pour les gens qui démarrent ou pour les gens qui ont démarré il y a longtemps comme nous? Alors on va demander un conseil pour les gens qui démarrent et ceux qui ont démarré il y a longtemps. D'accord. Tu veux faire les gens qui démarrent ou ceux qui ont démarré il y a longtemps? Je te laisse la primauté. Pour ceux qui démarrent, moi je trouve que ce qui est très très important, c'est les valeurs qu'on veut donner à sa boîte, ouais. Le ciment de départ et les premiers recrutements, parce qu'on n'a pas parlé de cooptation, on n'a pas parlé de comment est-ce qu'on capitalise sur son équipe pour faire venir des talents. Moi je trouve que c'est ce qui est le plus important, surtout dans la tech. Et donc ça, évidemment, ça va dépendre du noyau dur, des premiers recrutements qu'on va faire et des personnes dont on s'entoure. Très bien. Ça fait beaucoup de mots de la fin. Mais... Non, mais c'est très, très éclairant. Aymeric, c'est un bon mot de la fin. Ouais, pour continuer sur ce qu'elle vient de dire, une fois que tu as fait ces premiers recrutements et que tu as constitué ce noyau dur et que tu as commencé à grossir, 50, 100 personnes, si tu as la chance d'y arriver comme ça m'est arrivé, ne reste pas d'abord tu es, toi, le fondateur, CEO, le garant de la culture, et le responsable de la culture, c'est ton accountability à toi. Mais ne la garde pas tout seul et partage-la avec des gens de l'équipe. Et nous, on a lancé un programme qu'on appelle Agora-Pulse Culture Ambassador. Donc on a 5 personnes qui sont réparties 2 en France, 1 en Amérique du Nord, 1 en Europe, 1 dans le reste du monde.
et dont le but est d'être la voix de la culture, mais de l'équipe, pas juste du fondateur, des exécutifs, etc. Et ça marche un peu comme un CSE, mais avec que les bons côtés, pas les mauvais, et où on donne la parole et on les utilise aussi comme caisse de résonance, et ça permet de responsabiliser et de donner du vivant à cette culture qui devient tout d'un coup la chose de tout le monde, pas juste la chose du fondateur, du CEO, etc. Donc ça serait mon deuxième conseil. Une culture sincère, ça s'incarne. Ouais. Ça, c'est très très vrai. Il faut que les personnes l'incarnent. Très bien. Et moi, je vais insister un petit peu plus sur ce qu'Hélène a dit, parce qu'elle m'avait déjà beaucoup marqué avant de commencer cette discussion tous les quatre. C'est capitaliser vraiment sur les personnes qui sont déjà dans votre équipe. Je pense que c'est un excellent moyen de recrutement, c'est un excellent moyen de sourcing, d'attractivité et de rétention, on n'en parle même pas. Donc forcément, j'insisterai encore plus là-dessus. Et la toute dernière chose, c'est vraiment, et c'est plutôt destiné effectivement à des starters, mais c'est d'oser, tout simplement. Vous osez énormément dans vos propres business, dans vos propres idées, dans votre propre créativité. Sur cette partie attractivité, je pense que c'est hyper important de continuer à oser entreprendre et créer et innover, parce que c'est ce qui nous démarque en fait. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour la qualité de vos contributions. Vous pourrez éventuellement poser vos questions à nos différents invités sur les réseaux sociaux. Et je vous dis merci beaucoup à tous. C'était Tim Guillois pour Mindhunters.